Bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue sur ce live Sony, sur ce Sony Alpha Webcast. Bon, alors aujourd'hui on va parler de créativité et de technique avec notre ami Fabrice. Est-ce que tu peux te présenter, Fabrice? On se connaît, on s'est déjà croisé sans doute sur quelques lives, donc je suis Fabrice Abuaf, je suis le chef produit de cette belle gamme hybride de tous les boîtiers objectifs interchangeables. Et puis voilà, j'accompagne Guillaume pour ce live et pour essayer de répondre aussi à toutes vos questions et puis se focaliser sur le titre de ce webinaire. Comment la technologie enrichit votre créativité? Alors vous avez l'habitude maintenant de ces lives, vous savez que vous pouvez poser vos questions en direct via l'application Zoom, pour ceux qui nous suivent sur Zoom. Sur Facebook, on essaiera de les prendre en live. Si on ne peut pas, on vous y répondra ultérieurement. Donc n'hésitez pas en tout cas à réagir et à partager vos questions. Juste un peu d'actualité avant de commencer, pour vous signaler, je ne sais pas si vous le saviez, mais maintenant les appareils Sony Alpha peuvent être pilotés à distance grâce à ce qu'on appelle des SDK, des Software Development Kit, ou kits de développement logiciel en français. Donc ça vous permet de piloter des boîtiers, d'assigner des fonctionnalités à distance pour ceux qui veulent intégrer par exemple un boîtier Alpha sur un drone. Donc cette technologie SDK elle est disponible sur le site qui s'affiche sur votre écran. Et je voulais juste vous signaler qu'on vient de faire une mise à jour qui apporte la compatibilité Mac et puis qui permet de faire du multicaméra. C'est-à-dire que quand vous voulez faire par exemple du packshot et prendre un produit sous toutes ses facettes, vous allez pouvoir déclencher plusieurs boîtiers en même temps grâce à cette nouvelle version du SDK. Donc le SDK il fonctionne aujourd'hui dans la gamme Alpha avec les Alpha 9 Mark II, Alpha 7R4, Alpha 7C. Petit à petit, cette gamme va évidemment s'agrandir. Alpha 7S3. Alpha 7S3 aussi, tu as raison de le souligner. Donc petit à petit, cette gamme va s'agrandir et donc vous aurez de plus en plus de possibilités pour piloter vos boîtiers Alpha à distance. Je vous rappelle aussi qu'il y a une opération en cours. Donc si vous inscrivez votre boîtier rapidement après l'avoir acheté sur le site Sony, sur le site notamment MySony, sur le site sony.fr, vous allez trouver l'onglet MySony. Vous allez pouvoir enregistrer votre boîtier, ce qui va vous donner une 3e année de garantie offerte sur le boîtier. Et puis vous allez recevoir trois coupons de réduction pour l'achat de prochaines optiques, des coupons d'une valeur de 100 € chacun. Alors c'est intéressant de dire que même si vous avez déjà acheté votre boîtier, oui, les coupons vous les aurez. Voilà, alors ça dépend, il n'y a peut-être pas une date rétroactive trop puissante, mais trop forte, mais par contre, si vous l'avez déjà acheté, inscrivez-vous, vous allez recevoir vos coupons. Voilà. La 3e garantie, en revanche, c'est si vous inscrivez votre boîtier dans les 6 semaines qui suivent son achat. Donc juste pour vous informer de ces opérations qui sont quand même très intéressantes. Alors on va parler de créativité aujourd'hui et de technique et de voir comment ce qu'on a mis en œuvre, ce que Sony a mis en œuvre dans cette gamme Alpha peut apporter éventuellement un supplément d'âme à votre créativité. Alors évidemment, la question n'est pas de dire que la technique remplace le photographe, bien évidemment, mais vous avez aujourd'hui une belle palette de boîtiers, on va y revenir, dans la gamme Sony, qui vous permet déjà d'avoir le choix de l'outil que vous allez adopter pour faire votre travail photographique. Et puis vous allez pouvoir, effectivement, grâce à la technologie, peut-être ouvrir de nouveaux champs créatifs, et on va voir comment, à travers des illustrations et des explications techniques sur ce qu'il y a dans les boîtiers Alpha aujourd'hui d'intéressant de ce point de vue. Alors comme je vous le disais, l'idée c'est évidemment pas de dire que la technique remplace le photographe. Là on vous affiche quelques images de nos ambassadeurs, ici Laurent Baheux, ou alors dans la photo d'action Francis Bompard. Donc toutes ces images-là qui nous régalent les yeux, elles sont tout d'abord un point de vue de photographe. Évidemment que la photo, c'est une intention photographique avant tout. Simplement, on verra comment, par exemple, sur ce type de photo d'action, la technique peut venir apporter quelque chose de plus pour être sûr d'atteindre le résultat que vous recherchez. Ça c'est une image d'Alexis Rosenfeld sur les mondes sous-marins, des images contemplatives assez magnifiques. On va peut-être pouvoir la voir en plein écran, je pense que ça peut être intéressant aussi. Et puis ça une photo de Christophe Brachet, par exemple sur les plateaux de cinéma, avec un rendu noir et blanc. On verra comment l'appareil photo hybride par exemple peut vous permettre d'aborder plus facilement le rendu final de vos images dès la prise de vue. Alors, ce qui est important dans toutes les images qu'on a vues, Guillaume, c'est que l'image soit nette au bon endroit. Je veux dire, c'est une priorité. On sait très bien que le taux d'échec, comme dit Francis Bompard, le taux d'image réussie, c'est vraiment aujourd'hui, pour les professionnels, c'est simplement un gagne-pain.
Et puis, pour nous, c'est la satisfaction, quand on fait une série de photos, d'avoir un maximum de photos réussies. Si la mise au point se fait pas parfaitement là où on le souhaite, ça devient plus compliqué. Donc, c'est en ça que toute l'électronique et tous les algorithmes Sony et toute l'expertise Sony, parce que Sony, c'est une boîte d'électronique à la base, hein, et bien sûr associée à l'image, c'est de donner un maximum d'outils, grâce à l'électronique, au service du photographe, pour que vous gardiez la main, mais que vous ayez plus d'images réussies. Voilà, et puis encore une dernière image de Julien Mauve qui était avec nous la semaine dernière pour un webinaire qui était vraiment passionnant. Si vous n'avez pas pu le suivre, je vous invite à aller le voir sur la page YouTube Sony France. Vous savez que en fait, Julien c'est un photographe qui avait été notamment, qui s'était illustré à travers le concours SWPA, qui est un concours soutenu par Sony tous les ans. Ce concours, il est toujours ouvert, donc vous pouvez participer. On a fait aussi un webinaire il y a 3 semaines sur le SWPA avec Faustine Pagès de la World Photo Organization qui nous a expliqué tous les arcanes de ce concours. Donc vous voyez, il y a énormément d'entrées en termes de thématiques, en termes de manière de participer sous la forme de photos single ou de séries de photographies. Tu as le site qui s'affiche ou pas? Non. Sinon, on y reviendra en fin de présentation, donc restez avec nous parce qu'en plus on a une petite surprise pour vous. Si vous n'avez pas suivi le live qu'on a fait sur le SWPA, et vous verrez à la fin de ce live qu'on vous réserve une petite surprise pour vous encourager à y participer. Donc c'est gratuit, hein? C'est gratuit, tout à fait. C'est ça qui est important. Ce webinaire qu'on avait fait la semaine dernière avec Julien sur l'art de la série photographique, vous allez pouvoir le retrouver, donc je vous le disais, sur la page YouTube Sony France. YouTube? On est sur YouTube maintenant, donc abonnez-vous à la page, vous allez voir, il y a tous les webinaires qu'on a fait depuis cet été qui sont en replay, notamment, et puis vous allez pouvoir trouver également des informations sur les produits Sony au sens large, sur toutes les gammes aussi. C'est le début, c'est le début. On commence à remplir cette page YouTube France qui est très récente pour Sony, et donc on va l'alimenter avec des contenus institutionnels, et puis bien sûr tous les webinaires et d'autres lives parce qu'on a un planning et des projets extraordinaires pour l'année prochaine. Exactement. Voilà, pour pouvoir vous donner plein d'informations. Et comme je le disais en introduction, l'idée c'est de parler de créativité et pour ça on a aussi une plateforme qui est assez formidable pour s'inspirer. Ouais. C'est la plateforme Alpha Universe. Allez y faire un tour, c'est sony.fr/Alpha Universe. Inscrivez-vous aussi. Inscrivez-vous pour recevoir aussi les informations, donc par exemple les informations de nos webinars pour savoir chaque semaine de quoi on va parler et pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Inscrivez-vous, de cette manière-là vous allez pouvoir accéder à tous ces contenus. On va avoir aussi des contenus qui vont s'enrichir au fil de l'année sur le site Alpha Universe. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est très bien qu'en France on est aussi friand de contenu en français et donc énormément de ces contenus sont traduits, d'accord, on les relit, on essaie d'améliorer la qualité de la traduction, donc c'est des contenus dans notre langue, dans votre langue, donc allez-y, foncez. Après il y a aussi des contenus en anglais. C'est des très belles images, c'est une jolie mise en page, il y a aussi du texte, il y a des tutoriels, il y a des expériences, franchement, allez-y, inscrivez-vous, c'est que du plaisir si vous ne connaissez pas déjà. Voilà, puis comme ce soir l'idée c'était de parler de créativité, il me semblait indispensable d'en parler parce que c'est vraiment une source d'inspiration presque infinie avec notamment les pages qui concernent tous nos ambassadeurs européens. Voilà, on va attaquer le sujet du jour quand même, qui est... 7 ans. 7 ans déjà, 7 ans. 7 ans que Sony fabrique des hybrides plein format. On ne parle pas de ceux qui ont précédé, qui étaient en APS-C, la gamme Nex qui a commencé en 2009. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc, quand même, les hybrides chez Sony, c'est déjà une longue histoire. C'est une très longue histoire, 7 ans déjà. Alors, je ne sais pas si tu peux passer la slide d'après. Mais effectivement, c'est l'histoire de cette monture, la monture E, que vous commencez déjà à bien connaître. Cette monture qui héberge des capteurs APS-C et des pleins formats, il y a plus de 7 ans maintenant. Et on a une gamme, maintenant on est à la 4e génération de boîtiers, avec l'Alpha 9.2, la 7R4, la 7S3. La 3e génération, c'est 7R3, 7.3, on verra ça un petit peu dans la gamme. Et voilà, on va vous expliquer. Si vous ne le savez pas déjà, parce que peut-être certains d'entre vous sont en hybride, peut-être d'autres sont en réflexe. Et d'ailleurs, c'est une première question qu'on va vous poser pour ceux qui veulent réagir sur Instagram. Ça nous intéresse aussi de savoir qui vous êtes de l'autre côté de cette caméra. Et puis, la question c'est, et vous êtes plutôt quoi, hybride ou réflexe ?
Parce que je pense qu'il y a des choses effectivement qui expliquent pourquoi, et c'est ce qu'on va essayer d'illustrer aujourd'hui, pourquoi Sony a cassé les codes de l'appareil photographique qu'on connaissait jusqu'alors, jusqu'à la fin des années 2000, c'est-à-dire plutôt du monde du réflexe, hein, qui se compare avec les hybrides plein format. Pourquoi on a cassé les codes? Qu'est-ce que ça amène de nouveau et qu'est-ce que ça change au niveau de la pratique photographique? Parce qu'à l'époque, c'était quand même extrêmement novateur, très décrié. Hein, un hybride, c'était pas un appareil photo. Donc là, on va bien clarifier les choses. Oui, on va bien clarifier les choses et on va commencer déjà parce que casser les codes, finalement, quand on regarde l'évolution du matériel photographique, on peut aussi la comparer à l'évolution de matériel dans d'autres secteurs. On va se plonger dans l'histoire là. On fait un peu d'histoire. Mais c'est vrai que quand on regarde par exemple ce qui se passe du côté de l'audio, ce qui s'est passé il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, c'est qu'on est passé, on était sur la technologie, enfin sur le vinyle, hein, donc sur un disque, donc c'est un signal analogique. Il y avait un mécanisme qui faisait tourner le disque pour pouvoir lire le micro. Mais avant on pédalait, non? Je crois qu'il fallait tourner une manivelle avant. Hein. Aussi. Mais là tu l'as pas mis dans ta slide. Ça, je l'ai pas mis. Je suis pas remonté jusque là. Je suis remonté jusqu'à l'ère Sony. Donc à l'époque, en photo c'était pareil. On avait des boîtiers mécaniques avec dedans des films, donc qui enregistraient un signal de manière analogique. On est passé ensuite dans les années 80, fin des années 80 et 90, on est passé au CD. Donc le CD, c'était un signal cette fois numérique. Enfin, c'était toujours de l'analogique sur le CD physiquement, mais l'info, c'était du 0 ou du 1. C'était du 0 ou du 1. C'était une information en numérique codée en binaire. Et donc, ça se comparait avec ce qui s'est passé aussi dans la photo au début des années 2000, c'est-à-dire qu'on a repris la structure des boîtiers issus de l'époque argentique. Avec des films, ouais. Et on a remplacé le film par un capteur numérique. Mais quelque part, à l'intérieur, il y avait toujours de la mécanique, il y avait toujours une mécanique d'entraînement pour le miroir, pour l'obturateur, etc. Il y avait toujours des organes essentiellement mécaniques à l'intérieur du boîtier. Et puis, plus récemment, on est passé à la génération tout numérique, où là, on a les baladeurs MP3 qui sont arrivés. Maintenant, ce sont nos téléphones. Mais du coup, on a un signal qui est numérique, une information qui est codée, et puis on n'a plus rien à l'intérieur de ces lecteurs qui bougent, c'est-à-dire qu'on a de la mémoire statique. Et il n'y a plus de mécanisme à l'intérieur de ça, et ça se compare aujourd'hui à l'hybride. Et c'est hyper intéressant parce que vous comprenez bien, dans cette innovation permanente pour enlever la partie mécanique, c'est on enlève les parties d'usure. C'est-à-dire qu'on va améliorer la durabilité, notamment grâce au fait que, par exemple, entre autres, entre un réflexe et un hybride, on a retiré principalement le miroir, ce qui nous a fait bien sûr gagner de la place, mais pas que, puisqu'on le voit, on fait moins de bruit. On est plus fiable parce que... on peut même être totalement silencieux. Alors on verra, ça c'est l'apanage absolu de la 9. Je veux dire, on est silencieux et on est le meilleur aujourd'hui. Maintenant, avec un hybride, on peut être vraiment très silencieux aussi, n'importe lequel. On a moins de vibrations, on a moins d'encombrement, puisqu'on va gagner à peu près un peu plus de 2 cm dans le tirage mécanique du boîtier. Donc la bague et la monture sera beaucoup plus proche du capteur, ce qui est super parce que on va pouvoir faire des conceptions d'optique encore meilleures. Voilà, plus d'imitation, j'ai sauté, plus d'imitation mécanique, notamment au niveau de la vitesse d'obturation. On va voir qu'on peut aller plus loin aussi avec l'hybride. Et puis une conception qui est aussi adaptée à la vidéo, parce que les nouveaux usages de l'image, c'est de mixer des contenus audio et vidéo éventuellement pour faire des contenus animés. Et moins de rupture de visée. On va en parler. Donc il y a plein de choses là dans cette évolution qui font beaucoup évoluer la pratique photographique et donc la créativité aussi. Donc, si on se résume, à l'époque de l'argentique, comment ça se passait? Mon Dieu, il est vieux ce boîtier. Il est vieux ce boîtier. Alors déjà, on voit qu'il y a plusieurs chemins de lumière. Ouais. Donc voilà, très simplement, on ne va pas vous refaire l'histoire. La lumière rentre par l'objectif, tape le miroir qu'on a retiré en hybride, remonte principalement et se renverse avec un pentamiroir ou un pentaprisme pour arriver dans le viseur. La caractéristique du réflexe, c'est la visée, elle est optique, elle est réelle, c'est assez magique, ces vitesses lumière, et on verra que avec la visée électronique, on a aussi d'autres bénéfices. Donc ça, vous voyez, il y a un rayon rouge qui va vers le bas, le capteur de mise au point, il est en bas. Donc le chemin lumineux est différent, enfin on espère qu'il est le plus proche possible, mais c'est un chemin différent qui va faire la mise au point au moment où on prend la photo, la lumière qui va arriver sur le film ou sur le capteur. La problématique des réflexes, c'était surtout qu'il y avait plusieurs chemins de lumière. Il y avait le chemin de lumière de visée, le chemin de lumière de mise au point
et le chemin de lumière d'exposition. Tout à fait. Et il fallait que pour le que prise de l'image vue. soit nette, c'est-à-dire qu'on la voit nette dans le viseur, que le capteur autofocus la voit nette, et pour qu'elle soit nette aussi quand elle se matérialisait sur la surface du capteur, Que tout il fallait soit- que les trois chemins soient parfaitement alignés, et c'était toute la complication. Et je pense qu'on a tous expérimenté à cette Ouais. époque-là des problèmes de ce qu'on appelait les front et back focus, Ouais. qui étaient, d'un point de vue de la créativité, une énorme frustration parce qu'on voulait travailler avec des belles optiques, avec des grandes ouvertures, Ouverture à 4, et on n'était plus, jamais vraiment ouais. sûr de sa mise au Ouais. point. Ça, c'est essentiel, ouais. C'est essentiel. Ouais. Et donc c'est ça qui change finalement avec l'hybride. Alors, si voilà, on voit là, donc le rôle du capteur dans un réflexe, c'est que pour prendre l'image. Mais le capteur, vous en avez partout dans vos véhicules aujourd'hui. Ils analysent en permanence l'image, ils reconnaissent avant que vous l'ayez vu une voiture qui va freiner, parce qu'on fait de l'analyse de données, on a des algorithmes à base d'intelligence artificielle. Donc le capteur, c'est quand même dommage de ne pas lui faire faire autre chose que simplement la photo, pour vous aider à prendre de meilleures images, à faire la mise au point au meilleur endroit et de façon la plus rapide possible. Donc le rôle du capteur chez nous, et on l'a compris il y a longtemps, c'est pour ça qu'aujourd'hui les algorithmes autofocus de mise au point Sony sont les meilleurs et on n'a pas peur de le dire parce que c'est une vérité, il faut le tester, vous verrez. Donc on fait l'image, on peut maintenant aussi faire l'obturation, c'est-à-dire avec zéro bruit mécanique, zéro Ce déplacement qu'on appelle mécanique. l'obturation électronique. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que par rapport au sujet, en termes de réaction du sujet quand Ça on change. déclenche, ça change tout. C'est-à-dire que le sujet ne sait plus quand on déclenche. Et ça, pour le portrait, par exemple, c'est Ouais. assez magique. Ça dérange des fois les modèles. Il y avait un photographe de mode qui me disait quand je shoot en obturation électronique, le modèle bouge et elle vient me voir en me disant t'as déjà pris des photos? Et en fait, le photographe en a déjà pris 50 et il a pris des émotions différentes parce que tout simplement le modèle va pas entendre le clac-clac. Donc la discrétion permet aussi de capturer d'autres choses qui sont bien sûr des images plus créatives. Bon, la visée digitale, la visée numérique, c'est important. Ça peut-être on posera une question, je ne sais pas si tu l'as prévu dedans, mais Si on va vous poser la question de la visée électronique, si vous êtes aussi sur Instagram, vous pouvez répondre aussi à cette question. Mais on va y répondre plus tard, après. une fois qu'on aura expliqué un petit peu les tout à bénéfices. fait, ouais. Parce que c'est mieux quand même de comprendre avant de répondre à la question. Donc la visée numérique, il y a les plus et les moins, mais on va comprendre tous les avantages. La détection des scènes, on va pouvoir reconnaître des couleurs, des contrastes, des détails, les yeux, le visage, faire une vraie analyse d'image sur toute la surface du capteur quasiment. On va pouvoir mesurer beaucoup mieux l'exposition. La balance des blancs, je t'en parle même pas, c'est énorme. L'autofocus, on vient de le dire, sur toute la surface de l'image. Et on va pouvoir aussi stabiliser l'image en faisant bouger le capteur À l'intérieur du boîtier. à l'intérieur du boîtier, même des fois de plus en plus, notamment sur cette S3, une stabilisation supplémentaire électronique. Tout ça va participer en fait à une qualité d'image et une simplicité d'utilisation encore plus avancée. Oui, parce que quelque part aussi dans la créativité, ce qui est limitant, c'est d'avoir une intention qui est belle et de ne pas Y arriver. et de ne pas y arriver parce que le boîtier n'arrive pas à traduire ce Ouais. qu'on a dans la tête. Et parce C'est qu'il y a dur. des limitations, alors le boîtier ne peut pas lire par Non. télépathie ce que vous pensez, mais au moins la manière dont il réagit à vos intentions, c'est ça qui va faire toute la différence sur le résultat. Alors de toute façon, on entend beaucoup de gens avec qui on discute, je voudrais que mon image représente ce que je vois. C'est très dur, ce que vous voyez avec vos yeux, c'est dynamique, c'est temporel, c'est HDR, c'est tout ce qu'on veut avec une netteté infinie. Donc on ne pourra jamais représenter ce qu'on voit, mais on représentera ce qu'on voit dans notre esprit. C'est-à-dire en fait la magie que l'on veut, que l'on projette sur le sujet qu'on voit. C'est ça, pour ça qu'on va mettre toutes les technologies à On votre va y service. revenir parce que ça, avec le viseur numérique, change radicalement les Ah bah, choses ça de ce point de change vue-là. Avant de parler de ça, je voudrais qu'on parle de. Tu Ouais. as dit qu'on a supprimé le miroir, gagné de la place. Mm. Donc ça veut dire qu'on aboutit aussi à des systèmes qui sont plus compacts, plus Oui. légers, et ce qui permet, parce que le bon appareil finalement c'est Celui qu'on a toujours sur soi. c'est celui qu'on a. Moi, sur j'aurais soi. due prendre l'Alpha 7C avec moi. Bon, Voilà. on verra Mais- tout à l'heure, mais C'est vrai que pour faire des bonnes images, il faut surtout avoir un appareil photo avec soi. Et c'est vrai que quand on a un gros boîtier, on hésite à le prendre. Quand on a un boîtier plus compact et plus léger, c'est plus facile à transporter et on au hésite moins. quotidien, tout à fait. Mais c'est là, alors là, vous avez, pour pas être désobligeant envers les concurrents, on a pris un réflexe gamme Sony, bien entendu, mais le rapport de taille est important, mais pas que. Le poids aussi. Le poids aussi, mais pas que. D'accord? On ne sait pas parce qu'on est plus petit que c'est moins bon. D'accord? Non seulement on va être plus petit, plus compact, mais on va être meilleur. Bien meilleur. Et de ce point de vue-là, tu disais que tout à l'heure que Sony était une marque d'électronique. Sony est aussi une marque d'innovation. Mm.
Et en termes d'innovation, ce qui fait, on a vu tout à l'heure que finalement, quand on est passé de l'argentique au numérique, finalement, le boîtier n'a pas vraiment changé dans sa forme, dans sa configuration. Ce qui a changé, c'est simplement le récepteur de lumière. La logique de Sony, elle est un peu différente, c'est de faire des améliorations qui sont vraiment des steps importants en termes de progrès technique et technologique. C'est hyper important ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le produit qui sort aujourd'hui, il a certaines caractéristiques. Et puis, vous allez l'utiliser pendant... Alors, le but du jeu, c'est que ça soit pas juste un an. On n'est pas dans la téléphonie. Ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans, voire un peu plus. Et ensuite, le step d'après va faire un saut majeur à chaque fois. C'est ce qu'on voit sur cette slide, entre la 7 et la 7.2, la 7.2 et la 7.3. On voit que il y a énormément d'améliorations. L'idée, c'est vraiment pas juste quelques poupouilles. On change d'univers, on change de pratique. Et alors, on a déjà une première réponse à la question qu'on vous posait en introduction pour savoir si vous étiez plutôt réflexe, plutôt hybride. Alors, le monde est vraiment divisé en deux. Oh, c'est dingue. 48% de réflexe et 52% d'hybride. On voit quand même qu'il y a des choses qui se passent au niveau des appareils que vous utilisez. C'est que vous êtes quand même de plus en plus nombreux à être passés sur de l'hybride. Quelque part, la proposition étant plus riche, c'est aussi quelque chose quelque part qui s'impose de soi-même. Mais c'est vrai que on voit que le monde de la photographie évolue vraiment. Il faut que ça change. Faut que ça change. Bon, on va tout faire pour vous expliquer pourquoi il faut changer. Voilà, parce qu'il y a des vraies bonnes raisons de le faire. Il y a des vraies bonnes raisons. On continue sur notre présentation. Ce qui est important aussi de dire, c'est que cette performance, cette possibilité d'avoir un matériel qui répond entre guillemets au doigt et à l'œil, elle vient aussi du fait que toutes ces technologies sont parfaitement liées les unes aux autres. Ouais. Alors ça, vous le savez peut-être pas. Mais souvent, on différencie les fabricants d'électronique, les fabricants de mécanique, les fabricants d'optique. Sony fait tout et en interne. On partage pas, d'accord ? C'est-à-dire que on vend nos capteurs, mais on vend voilà. Pour notre technologie, si on va développer nos objectifs, nos lentilles, nos traitements, les formules optiques Sony, les moteurs, on en reparlera. Les moteurs, sont là, toute la mécanique et l'optique, le fût, toute la structure. Les capteurs, on est numéro 1 fabricant de capteurs, tout confondu, c'est-à-dire aussi bien pour les voitures que pour les téléphones, les processeurs, les viseurs et les boîtiers. Toute la conception est interne. Ce qui a l'avantage énorme, c'est que quand un objectif est fabriqué, par exemple, il est fabriqué pour le capteur qui n'existe pas encore, et c'est le cas pour la 7R4. En fait, tout notre parc optique aujourd'hui va fonctionner très bien avec un capteur à 60 millions de pixels qui est horriblement exigeant en termes de piqué et de définition. C'est ça l'avantage de faire tout en interne et de ne pas être obligé de partager ses secrets. Voilà, c'est qu'on peut anticiper sur les évolutions. Et aussi d'avoir un système qui est mieux intégré, où toutes ces technologies sont parfaitement liées les unes aux autres, parce que tout a été chaîné dans le développement en interne. On n'achète pas des composants qu'on assemble, on fait vraiment de l'intégration au plus haut degré en termes d'intégration, on ne peut pas faire mieux. Et il y a quelques bases essentielles. Donc, on ne revient pas longuement là-dessus, on va pas revenir dessus, mais les objectifs, la qualité d'image, la rapidité, parce que en termes de créativité, il y a des choses comme là-dedans qui importent, la rapidité notamment, parce que c'est vrai que ce qu'on pouvait reprocher des fois aux boîtiers électroniques au départ, c'était qu'ils avaient un certain retard au déclenchement. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Sachant que votre quête, en termes, on a tous été photographes, il n'y a pas très longtemps, et la qualité d'image, c'est quand même une de nos quêtes ultimes. Et la qualité d'image, elle se fait par plein de choses, le rendu de couleur, la dynamique, la netteté, peu de bruit en montée en ISO, le travail des couleurs, mais aussi la mise au point au bon endroit. Donc c'est tout ça, c'est ce qu'on veut, c'est la belle image. Pour ça, si le boîtier n'est pas assez rapide, il y a plein de cas de figure dans lesquels on ne va pas pouvoir sortir l'image qu'on veut. Si l'autonomie n'est pas assez grande, ça veut dire que ça va être galère, on va être obligé d'avoir plein de batteries, le boîtier va peut-être tomber en rate de batterie et on va pas pouvoir y aller. Et voilà, donc c'est toute la construction, c'est tout l'ensemble qui offre des prestations intéressantes. On a une première question de Robert sur laquelle on va revenir. Robert nous demande en mode silencieux sur un Alpha 7S, sur un Alpha 7 III en photo de spectacle d'intérieur, j'ai l'apparition de bandes noires à une vitesse élevée. Comment éviter cette apparition? On va y revenir quand on va parler de l'obturation électronique. Il faut que Robert reste encore un peu. Voilà, on va répondre à votre question, Robert. On va expliquer pourquoi
et comment éviter. Alors, par rapport à ce slide, moi je voudrais juste, parce qu'on a parlé d'évolution des boîtiers, pour l'instant essentiellement, il y a quand même eu aussi une vraie révolution du côté des optiques, et ça on en parle moins. Et ça c'est vrai aussi qu'en termes de... l'optique c'est les yeux du boîtier, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et en matière d'optique, il y a eu aussi des performances qui ont été grandement améliorées au fil du temps dans les 15 dernières années, 20 dernières années. L'apparition des traitements nanocristaux sur les lentilles, le traitement fluor qui permet de faire ruisseler l'eau sur la lentille avant, les lentilles asphériques, double asphériques, les verres extra à très faible dispersion. Qu'est-ce que je peux citer encore? La motorisation, et on va y revenir. Il y a énormément de choses qui ont évolué aussi au niveau de l'optique et qui apportent aujourd'hui davantage de performance et de qualité dans le rendu des images. Ouais, tout à fait. Voilà, tu l'as dit, résolution, bokeh. Le silence, c'est important quand on veut faire de la vidéo, le silence de fonctionnement. Les caractéristiques vidéo, parce qu'en vidéo, on ne veut pas avoir ce qu'on appelle le focus breathing, c'est-à-dire que quand on change le point, on ne veut pas de variation de focale. Ou le moins possible, parce que après, c'est des formules optiques tellement différentes. C'est aussi une gamme d'optiques cinéma qu'on a chez Sony. La compacité et la légèreté, c'est vrai on va vers des optiques qui sont de plus en plus compactes et légères. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera du 400 mm par exemple, qui est une des optiques phares de notre gamme. Alors, au niveau de la gamme, justement, des boîtiers, parce qu'il faut aussi comprendre... Il en manque un encore. Hein. Voilà, il est là. Il faut aussi comprendre la proposition. Ouais. C'est-à-dire que quand on veut être créatif, on a besoin aussi d'avoir un outil qui fait le travail de ce que l'on cherche à faire le mieux possible. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette typologie des différents boîtiers de la gamme Alpha? Alors là, il n'y a que les pleins formats. Voilà. Bon, on va se focaliser sur le plein format. Voilà, il y a 2 slides, on verra celle d'après. Mais en gros... si vous ne connaissez pas encore notre gamme, et il faut vraiment que vous plongiez dedans parce qu'on a une proposition très très large. Vous avez l'Alpha 9, la série Alpha 9.1 et 9.2 qui sont vraiment optimisés pour la rapidité. Le capteur est spécifique, c'est un capteur empilé, on en parlera après, qui permet de shooter sans aucun bruit, sans aucun obturateur mécanique, sans déformation, avec des effets de ligne, comme disait Robert tout à l'heure, vraiment repoussés à quasiment l'invisible, le banding dû au flicker, au ligne shutter. Le R pour résolution, on est sur l'Alpha 7R3 R4, c'est 42 et 60 millions de pixels, donc un usage très spécifique, c'est-à-dire ça peut être du studio, ça peut être du portrait, ça peut être de l'architecture, ça peut être du paysage, etc. Voilà, tout ce qui demande beaucoup très spécifique. En même temps, le 7R4 qui fait quand même de 10 images secondes, on peut cropper en format PSC et avoir des images de 26 millions de pixels. On peut aussi faire de la photo d'action avec un 7R4 finalement. On peut, c'est ça qui est fou quand on a sorti le 7R4, c'est qu'on ne peut pas le dédier à un usage. C'est-à-dire que c'est 60 millions de pixels à 10 images par seconde avec l'autofocus en temps réel. Voilà. Autant dire que moi, les derniers 50 millions que j'ai connus, ça n'avançait pas beaucoup. Le S pour sensibilité et plus orienté vidéo, après le 7S2, le 7S3, qui est de la même génération que le R4 et la 9.2, là on a 12 millions qui sont un capteur taillé pour la course, pour la vidéo, pour la sensibilité. Aujourd'hui c'est vraiment le meilleur outil de production vidéo qu'on ait jamais sorti, en tout cas. Ou en haute sensibilité. Justement parce qu'il a une définition limitée, qu'avec 12 millions de pixels, on a des gros photosites qui ont une sensibilité naturelle à la lumière qui est supérieure à des capteurs de définition supérieure dont les récepteurs de lumière sont plus petits. Le 7.3 et la 7C, on va les mettre ensemble parce que la 7C vient de sortir, mais il est issu de la 7.3 en reprenant des choses du R4 et du S3 pour être encore plus performant, plus actuel. Mais en gros, c'est le capteur 24 millions, BSI, rétroéclairé. C'est le capteur le plus polyvalent. Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des utilisateurs de 7.3 qui l'achetaient pour faire de la vidéo, l'autre moitié pour la photo. Donc on est sur le 24 millions de pixels, belle montée en ISO, bonne polyvalence, double slot. Enfin voilà, c'est vraiment aujourd'hui très royal. Et on va répondre à la question de Bassirou tout de suite qui demande « Et les APS-C dans tout ça ?» Alors là, on a une photographie de la famille un petit peu plus large, la famille Alpha, où on inclut les boîtiers APS-C. Alors ils sont à droite du trait où il y a centré sur l'hybride, capteur APS-C. Alors on a une gamme APS-C qui est effectivement qu'on a développée historiquement en premier, qui est aujourd'hui un peu plus courte que la gamme plein format, qui est aujourd'hui la gamme qu'on développe le plus. Malgré tout, elle a été renouvelée il n'y a pas longtemps. Donc vous avez l'Alpha 6000 tout en bas, qui est vraiment aujourd'hui le basique aujourd'hui qu'on trouve à 500-600 €. Et vous avez toute la nouveauté, 6100, 6400, 6600, qui franchement vous donne un choix entre 700 € et 1500 €.
pour pouvoir avoir déployé les APS-C. Avec des montures, vous pouvez monter les objectifs plein format dessus. Et vous êtes sur un boîtier qui est beaucoup plus compact et beaucoup plus petit, avec l'écran selfie par le haut. Petite particularité sur la 6600, il a une batterie Z qui vient des pleins formats. Il a un capteur stabilisé. Donc son autonomie, c'est 800 photos. Et il a le capteur à stabiliser, 5 stops, comme les Alpha 7 génération 3. L'Alpha 6004 non stabilisé, l'Alpha 6100, on est plutôt sur une entrée de gamme. Alors, la différence 6100-6004, c'est quoi? C'est essentiellement la construction du boîtier. D'ailleurs, on a un boîtier mix alliage, alors que le boîtier 6100 est en polycarbonate. Et derrière, on a un traitement tout temps sur le 6400. Il est plus rapide, le 6400. Il a des fonctions vidéo HDR et S-Log qu'on n'a pas dans le 6100. Donc, on a un boîtier qui est plus abouti, qui est mieux fini, qui est plus protégé. Franchement, c'est l'intermédiaire absolument parfait. D'ailleurs, il fait des très belles ventes depuis sa sortie. Voilà, avec un 1835, vous avez l'équivalent d'un 28-200. Franchement, avec ça dans la sacoche, ça tient pas de place. Vous êtes le roi du pétrole en APS-C. Hein. Dernière chose, l'Alpha 6000, tu l'as dit, c'est un peu le basique qu'on trouve encore aujourd'hui. Il est sur le marché Bien depuis sûr. combien de temps? Ça fait 6 ans, 7 ans. 6 ans, ouais, 2014, je crois à peu près. C'est ça, voilà. Bientôt 7 ans. Pour vous dire que les technologies, finalement, elles évoluent, mais quand on part de haut en termes d'innovation, eh ben, ça vieillit moins vite parce que, parce que l'innovation n'a pas évolue, mais les boîtiers restent actuels. Alors ça, c'est vrai, c'est que Sony aujourd'hui qui fait ça, hein, pour être très clair. Avoir un boîtier aujourd'hui qui se vend, on en vend, je sais pas, des milliers de pièces à l'année, qui se vend aussi bien. Alors bien sûr, le prix fait aussi que l'objet est intéressant, parce qu'il est descendu en prix en fonction de sa vie. Alors vous avez des fonctions qu'il n'y a pas dedans, c'est-à-dire qu'il ne sera pas tactile, des choses comme ça, mais malgré tout, il fait très bien le job, et le capteur est vraiment excellent. Donc il ne faut pas hésiter, c'est un très bon entrée de gamme. Parce que la logique aussi chez Sony, c'est que quand on lance un nouveau modèle, Pas forcément. Ça n'élimine pas le modèle d'avant. Alors si sur les 6400 on remplaçait le 6300 exceptionnellement, et le 6600 on remplaçait le 6500, parce que c'est quand même aussi compliqué de garder beaucoup de produits en gamme. Récemment, l'Alpha 7 Mark 1 c'est terminé, donc voilà, donc on renouvelle aussi notre gamme. À un moment donné, on ne peut pas garder trop de produits. Mais en plein format, par exemple, si aujourd'hui on veut accéder au plein format, on a la solution Alpha 7 II qui est tout à fait très compétitive même en termes de prix, et qui vous donne déjà une superbe qualité d'image, parce que la définition c'est la même qu'un Alpha 7 Mark III. Tout à fait. C'est un plein format. Il a déjà énormément d'innovation dedans. Bon, l'Alpha 7 Mark III est plus actuel. Ça reste la référence aujourd'hui quand même. C'est le best-seller, c'est le plus actuel dans la gamme Alpha 7, mais on peut tout à fait aussi travailler parfaitement avec un Alpha 7 II, faire de magnifiques images. Tout à fait. Voilà. En termes de capteurs, bon, alors on va essayer de revenir rapidement sur la créativité, parce que là on commence à partir assez loin dans la technologie. Rapidement. Très rapidement, à gauche vous avez le 12. Au milieu, le 42, on aurait pu mettre le 60, hein, c'est la ligne des R. Tout ça sont des capteurs Exmor R, c'est-à-dire des BSI, c'est-à-dire ils sont, comme on dit, entre guillemets, rétro-éclairés. Hein. Ça veut rien dire, mais ça veut juste dire que la structure du capteur a un meilleur rendement, permet de laisser mieux accueillir la lumière, et surtout est plus rapide dans le transfert photoélectrique. Voilà, donc tous les capteurs aujourd'hui de nos pleins formats sont rétro-éclairés à minima, bien entendu. À droite, on a haute vitesse, c'est le RS, donc pour Stack, qui est le capteur de l'Alpha 9 et l'Alpha 9 II. Donc on va y revenir plus loin. On va faire un focus dessus. Et voilà. Et sinon, c'est le 24 millions polyvalence, c'est celui de la 7.3 et de la 7C. Un petit bonjour à Jackie qui nous écrit que l'Alpha 7 R3 est nickel sur le circuit des 24 heures du Mans, puisqu'il est photographe de l'ACO. Bravo. Hein, donc l'association qui gère le circuit des 24 heures du Mans. L'association. Faudrait qu'on y retourne quand même un T4. Hein. Automobile Club de l'Ouest, voilà. Bonjour Jackie, et merci pour votre petit mot. Robert qui nous dit: à quand un écran plus orientable, notamment pour les photos en verticale? Alors, c'est une bonne question. Je reviens juste sur ce que disait Jackie. Imaginez, le 7R3, c'est 42 millions de pixels. En rafale, en prise de vue automobile, au véhicule grande vitesse, vous imaginez à quel point il faut que l'autofocus soit rapide, que la mise au point soit parfaite sur le capteur, à 42 millions de pixels. Ça montre qu'aujourd'hui, voilà, les technologies des algorithmes Sony sont vraiment affûtées, comme vous ne pouvez pas imaginer, pour pouvoir réussir à ce genre de prouesse. Alors à quand des écrans orientables, notamment pour les photos en verticale? Par exemple, celui-là, je ne sais pas si on peut avoir un gros plan. Sur la caméra B. Voilà. Donc voilà, c'est l'écran de la 7S3 qui se replie et qui, effectivement, vous avez raison, on peut très bien
faire des captations en verticale, ou comme ça. Bon, comme ça, c'est peut-être pas commode, mais voilà, comme ça marche aussi. Alors, on commence avec la 7S3, avec la 7C aussi. Vous avez déjà 2 boîtiers en gamme qui ont ce qu'on appelle un écran flip latéral qui permet de faire des photos et des vidéos en verticale, avec en plus la reconnaissance de l'orientation du boîtier. Oui, parce que maintenant on peut faire des vidéos en verticale. Ah ben il y a quand même une verticale télé, il y a quand même les téléphones, les panneaux publicitaires, tout est en vertical. Il y a un monde, il y a un monde vidéo en verticale. Donc ça commence à venir. Est-ce que ça sera déployé sur tous les boîtiers? J'en sais rien, à quel horizon. Mais en tout cas, on voit que les ingénieurs ont compris que l'écran sur le côté, on était très attachés à rester dans l'axe de l'appareil. Mais là, l'écran sur le côté, il y a quand même un bénéfice important. Donc, ça commence. Nicolas, lui, voudrait savoir quel boîtier pour effectuer des photos, de la street photographie, où on a besoin de rapidité sans avoir forcément besoin de trop de définition. Alors, s'il veut un boîtier... revient sur la gamme. Ah ben, on peut revenir tout de suite, hein. Je ne sais pas si tu peux remettre sur la slide. Ça va être rapide. Il est à peu près au milieu. Il s'appelle l'Alpha 7C. Le plus polyvalent, le capteur de la 7.3, avec plus de rapidité, puisqu'on a les algorithmes de la 7R4 et un processeur un peu boosté. Et il est tout petit. Street, écran sur le côté en latéral. C'est la 7C aujourd'hui le plus discret. Ensuite, si vous voulez un viseur un peu plus quali, il faut prendre la 7.3. Voilà. Parce que la 7C, de par sa compacité, aura un viseur un petit peu plus étroit. Un peu moins confortable. Voilà, il a qu'un slot, on paye le prix de la compacité. Mais en termes de discrétion, vous prenez le noir, franchement, personne ne vous voit. Et en même temps, la 7C, il a quelque chose de chouette pour la street photographie, c'est qu'on peut photographier les 2 yeux ouverts, hein, pour ceux qui visent de la droite. Il est chic. Ouais. Marie-Pierre, tu crois que tu peux prendre la 7C? Ouais. Non. Ah, on n'a pas d'A7C avec si, nous. J'en ai un dans mon sac à dos. On va le sortir pour vous le montrer. Ouais, si tu m'amènes mon sac à dos, je le prends. D'accord. Voilà. On va essayer on n'a pas tout prévu sur la table parce qu'on a tellement de matériel. On va pas le dire. Hein, ouais. On va venir nous prendre notre matériel. Prendre ce gros sac à dos. Il y a quelque chose aussi. Génial. Il y a quelque chose aussi d'important chez Sony, c'est la monture d'objectif. Tu l'as rapidement souligné tout à l'heure, mais cette monture E qui est une monture très universelle, puisque elle est commune déjà au boîtier APS-C et au boîtier plein format, mais pas seulement. Ouais, la monture E, on peut la voir même en gros plan, hein, comme ça, la monture E, on peut la voir. Voilà, elle est là. Alors, on n'a pas mis... Donc, je m'en profite pour montrer la 7C, hein, avec l'écran ici. On voit bien qu'il est vraiment beaucoup plus petit que la 7S3 en l'occurrence, ou la 7.3. Alors, cette monture, je ne sais pas, peut-être repasser sur la slide quand même, c'est intéressant. Elle est unique d'une certaine façon. Elle a 10 ans. Les ingénieurs, il y a 10 ans, 11 ans, l'ont conçue. C'était en 2010. 2009-2010. Elle est sortie en 2009, ils l'ont conçue avant. Oui, ils l'ont conçue avant. Et elle est conçue, donc aujourd'hui, vous avez 58 objectifs, on va le voir après, mais surtout, vous voyez tous les boîtiers à droite. On a de la PSC, on a tous les pleins formats, on a la caméra Venice, on a la FX9, on a la FX6, on a la FS5, on a la FS7, on a la... Ouais, donc en termes de créativité, on a accès à une palette C'est quand même intéressant. De caméras et de boîtiers très très large. Ça veut dire que je peux monter sur toutes ces caméras mes objectifs Montura. Et on en a aujourd'hui 58 dans la gamme, donc ce qui est aussi une vraie richesse, une vraie palette créative. Ouais. C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir trouver dans la gamme ce qu'il vous faut. Et puis, malgré tout, le fait aussi d'être passé sur un tirage, tu disais tout à l'heure, comme on a supprimé le miroir, on a un tirage mécanique plus court, du coup, on peut aussi mettre des bagues d'adaptation pour monter à peu près ce qu'on veut sur un boîtier Sony. Alors ça, c'est la question qui tue. Hein. C'est qu'est-ce que je peux monter sur un boîtier Sony? D'accord? De par le tirage mécanique très faible, parce qu'on a viré le miroir, je ne sais pas si on peut avoir un petit gros plan, voilà, on voit bien ici que la distance entre baïonnette et capteur est toute petite, je peux rajouter une bague qui me compense l'épaisseur d'un système réflexe, donc ça, c'est pas nous qui allons les fabriquer, nous on fabrique la bague Montura, la ES5 qu'on a sortie il n'y a pas longtemps pour monter les objectifs en Montura sur ces boîtiers-là, et on peut tout faire. En plus, la discussion électronique Montura, elle se fait plutôt bien. Mais effectivement, si vous voulez avoir une bague performante, des fois c'est pas si simple, alors on va pas forcément détailler tout ici, mais il faut que la bague fasse la différence de tirage mécanique, plus la connexion et la traduction du langage de la marque A vers Sony.
Parfait, donc 58 objectifs en gamme aujourd'hui chez Sony, et parmi ces 58 objectifs, on en a 38 qui sont plein format, c'est-à-dire qui couvrent le capteur plein format, et 20 qui couvrent la surface d'un capteur APS-C, c'est la moitié d'un capteur plein format en APS-C. Oui, c'est un f1,5, vous multipliez la focale par 1,5, c'est un 16 par 24, contre 24 par 36, c'est un peu plus petit que la moitié. Voilà. Et donc voilà, 58 en tout, donc vous voyez que la gamme elle est très riche, que ce soit donc les barres là c'est tous des zooms, et puis les points ce sont toutes les focales fixes. Vous voyez qu'on a par exemple pour le 35 mm, qui est un très grand classique et puis qui va peut-être intéresser Nicolas qui s'intéresse à la prise de vue de rue, le 35 mm c'est vraiment la focale de référence pour ça. On a 3 propositions. Le f2.8 qui est là. Je l'ai monté sur la 7C parce que c'est vraiment, si on regarde en gros plan, voilà. Ça, moi, c'est mon kit qui me quitte plus. J'ai un 35 f2.8 sur la 7C. Le truc est tout petit, tout léger. En plus, c'est stylé. Il y a l'association des marques Zeiss et Sony qui est aussi historique. Voilà, moi, ça me plaît. Voilà. On a le 35 1.8 qui est sorti il y a 2 ans, peut-être maintenant, 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, qui est une excellente optique en termes de rapport qualité-prix luminosité. C'est un must. Et puis, on a l'excellence, le 35 f1.4 Zeiss. Par exemple, donc voilà, vous avez plusieurs propositions, différentes gammes de prix, différentes compacités, etc. Donc différentes ouvertures. Avant de switcher, juste quand même, gardez cette slide, reviens juste en arrière. Gardez cette slide, c'est la construction de votre sac à dos. C'est-à-dire vous avez en rouge tous les G-Master, tous les 2.8, tous les plus lumineux, sauf dans les très longues focales. Donc ce qui est aussi en termes de prix, un investissement un peu plus lourd. Les Zeiss et les G en gris et en bleu, qui vous proposent des alternatives sur des plages focales équivalentes, mais à f4, avec des rendus un peu différents ou des focales un peu particulières et qui sont un peu moins chères et qui sont un peu moins grosses aussi. Et puis voilà, des objectifs bien sûr focales fixes. Ça c'est la map pour fabriquer votre sac à dos. Exactement. Donc 58 au total, 38 plein format et 20 en APS-C. Et un petit focus sur le 400 mm dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on disait que l'optique a beaucoup progressé. Là-dessus, vous voyez la courbe FTM qui s'affiche. Non, on la voit pas justement. On la voit pas parce qu'elle est dans l'épaisseur du 100%. Donc on est sur une excellence optique, c'est-à-dire qu'on est à un très 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 haut niveau en termes de qualité optique. Évidemment, c'est une optique qui coûte un peu cher. T'as pas pris la moins chère, non? Non, j'ai pas pris la moins chère, mais c'était pour illustrer quelque chose qu'on va voir tout de suite après et qu'on va retrouver sur d'autres objectifs sur toute la gamme Sony. Maintenant, désormais, ça va se généraliser. Mais le 400, c'était quelque chose qui était très innovant. C'était une optique très innovante pour plusieurs choses. Elle est super légère. Elle fait 2,8 kg. C'est à peu près, c'est plus d'1 kilo de moins que des 400 mm qu'on connaissait jusque-là. Mais tu vas nous montrer ce qu'il y a dedans, je crois. Et elle est surtout super rapide. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on a quoi? On a un moteur XD. Alors regardez bien, accrochez-vous parce que ça, c'est une technologie. J'espère que ça démarre. Ça va démarrer. Alors regardez bien ce qui se passe. Ça, c'est spécifique à Sony. Alors, tu l'expliques mieux que moi. C'est un moteur linéaire, c'est-à-dire que vous voyez, la lentille de mise au point évolue sur une rampe qui est en ligne droite, et donc ça va d'avant en arrière à une vitesse fulgurante. Ça fait moins de frottement qu'une rampe hélicoïdale, où la lentille tourne selon une course hélicoïdale. Là, on est en ligne droite, donc on va super vite. En fait, il faut expliquer que derrière, là, on ne voit pas au fond de l'optique, en fait, il y a un moteur sans contact magnétique. Et qui permet donc de faire des déplacements extrêmement rapides par à coup et dans un silence absolu. Et silencieusement. Ouais, exactement. Donc ça c'est vraiment, donc ça c'est la technologie Sony XD. Vous avez dans énormément d'objectifs, beaucoup de G Master d'ailleurs. Et par exemple dans le 20 mm qui est sorti tout récemment. Qui n'est pas un G Master. Qui n'est pas un G Master. Ouais. On a cette technologie XD. Parce qu'on va parler de la détection autofocus après, mais c'est bien d'avoir une détection autofocus qui est pertinente dans la manière dont elle exerce le travail de mise au point. Par contre, si derrière on a un moteur autofocus qui rame, et donc on a perdu tout le bénéfice. Ouais. Donc là, l'intérêt, c'est pour ça que je soulignais tout à l'heure que les objectifs aussi avaient fait une énorme évolution. On pourrait parler aussi des lentilles XA. Oui, rapidement, les lentilles XA, vous voyez. Des traitements de surface. Voilà. Traitement de surface, je veux dire, on en parle, des nano-coating et tout ce que vous voulez. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir le traitement le plus fin possible parce que chaque granularité du traitement de surface va polluer le bokeh. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en haut à droite sur le rond vert, on voit des traits qui sont des anneaux d'interférence simplement. Et puis en bas, on ne le voit pas. Donc tous les G Master, tous les systèmes à X-Lens, les lentilles asphériques extrêmes, sont traités comme ça. C'est-à-dire on va dire, à 10 puissance 2 fois mieux que les traitements, même de très très bonne qualité qu'on voit ailleurs. Exactement. Et donc
Ça aussi, en termes de créativité, c'est la beauté de l'image. Quand on prend une optique grande ouverture, et ben on veut avoir un magnifique bokeh. Et c'est à ça que ça sert, ces lentilles XA. Bon, la construction, c'est un... J'allais dire... Oui, bon, maintenant vous connaissez. Hein. On connaît. On est tout temps, on est en alliage magnésium. Voilà, alors on sera peut-être pas... Ça, pour Jackie, c'est important, par exemple, parce que des fois, aux 24 heures du Mans, il peut pleuvoir. Donc normalement, ça fonctionne bien. Après, voilà, on ne sera pas forcément... le boîtier ne pourra peut-être pas aller par moins 40 dans la neige. C'est pas plus l'objet. Ça reste l'apanage de quelques boîtiers extraordinaires aujourd'hui. Mais ça reste des boîtiers qui peuvent être utilisés par tous les temps. Voilà, et qui sont robustes de par leur construction. Donc important pour pouvoir les emmener partout avec nous. Après, un des points essentiels, hein, c'est un peu l'ADN du photographe, c'est quand même la visée, parce que c'est quand même ce qui traduit votre regard. C'est ce qui vous donne en tout cas le retour de vos intentions créatives, c'est ce qui se matérialise dans le viseur. Et c'est là que l'hybride a apporté quelque chose en termes de créativité. Alors on sait très bien qu'aujourd'hui quand même beaucoup de gens visent par l'écran, parce qu'on apprend l'habitude de viser par l'écran avec le téléphone. Alors voilà, faut pas décrier, hein, je veux dire, chacun fait comme il veut hein, pour viser. Mais effectivement, sinon, on vise beaucoup par le viseur. Hein, historiquement, je pense pas avoir la slide du focus sur le viseur. C'est vraiment aussi dans l'ADN du photographe de coller son œil dans le viseur. Et là, d'une part, on fabrique les dalles, et puis on fabrique aussi les systèmes optiques. Et aujourd'hui, je crois que la plus haute définition qu'on a sur un viseur, il n'y a pas que ça, mais c'est sur la 7S3, 9 millions de points, 9,4, je crois, 9,2. On s'approche vraiment d'une définition optique presque hein, en termes de Mais il n'y a pas que ça, hein. C'est pas que la définition. C'est surtout le travail du rendu des couleurs. Le but du jeu, c'est que ce viseur-là vous affiche quelque chose d'assez naturel, mais on va voir... Surtout de fidèle au rendu final. Et c'est ce qui est noté sur cette slide. Donc c'est d'avoir le rendu immédiat des couleurs, c'est-à-dire la balance couleur et puis du style d'image qu'on a choisi. Par rapport à l'image finale. Hein. L'idée, c'est, dans le viseur ou sur l'écran, vous avez votre image finalisée. Vous avez une projection qui... Et ça, c'est quelque chose de très différent du réflexe, parce que dans le réflexe, quand on vise, effectivement, la visée est très douce et très confortable. Maintenant, on fait toujours ça. Vous êtes tout le temps en train de... Voilà. On regarde, on check notre image. On prend, on regarde. Alors que dans un hybride, vous pouvez rester l'œil collé dans le viseur, vous voyez directement dans le viseur le rendu final de votre image. Donc déjà aussi en termes de charge mentale, c'est beaucoup plus confortable. C'est-à-dire que c'est une habitude à prendre, hein, mais vous êtes plus sans cesse en train de transposer, en train de vous dire entre ce que je vois dans mon viseur et ce que je vais avoir, quelle va être la différence. Il y a moins de surprises. Moins de surprises. Vous voyez parfaitement et puis si vous travaillez en noir et blanc, vous allez voir votre visée en noir et blanc. En carré. En carré, vous allez voir en 16/9. Vous aurez le cadrage 16/9. Donc le viseur électronique aussi voit dans le noir. Je ne sais pas si on l'avait marqué. Ça permet d'amplifier le signal pour pouvoir mieux cadrer quand on est dans la pénombre. Quand votre œil ne voit plus, l'appareil va vous simuler la photo que vous allez avoir, donc vous voyez ce que vous voyez plus. Alors, il y a même un sujet dont je ne parlerai pas, hein, c'est l'infrarouge. Hein. Mais vous imaginez que si on défiltre le capteur, dans votre viseur, vous allez voir ce que le capteur voit et ce que votre œil ne sait pas voir. C'est moi j'adore, je trouve ça génial. Donc le viseur électronique a plein d'avantages. Énormément d'avantages, et ça c'est vrai que c'est surtout au niveau de la charge mentale, c'est-à-dire que ça peut paraître éventuellement compliqué de s'y mettre, parce qu'on se dit, la visée optique c'est quand même, il n'y a rien de plus fin. On regarde une télé, hein. Mais voilà, mais simplement à l'usage on se rend vite compte des services que ça rend, et ça prend le pas sur tout le reste. Et moi, j'ai souvent eu des retours, des témoignages de photographes qui me disaient, après avoir utilisé l'hybride, quand je reviens sur mon réflexe, j'y arrive plus, je suis complètement insécurisé, je vois plus ce que je fais et ça me tranquillise pas. Et ça, en termes de créativité, c'est important. C'est-à-dire de pouvoir se concentrer sur ce qu'on cadre et pas sur la manière dont ça va se traduire en image. Disons qu'on enlève tout un tas d'incertitudes sur la photo qu'on va produire avec le boîtier. Et puis l'écran. Et puis l'écran avec l'écran orientable qui permet aussi d'aller chercher des points de vue qu'on n'avait pas avec dans le viseur directement. Alors vous pouvez mettre un boîtier réflexe en mode entre guillemets live view, comme on dit, c'est-à-dire visé par l'écran. Sauf qu'au moment de prendre la photo, alors ça se travaille un peu, mais l'obturateur va faire son cycle ou l'obturateur, En général, le fonctionnement en live view est très lent par rapport à un hybride. L'hybride, il est conçu pour ça. Le réflexe, il n'est pas conçu pour ça. Donc c'est ça l'intérêt aujourd'hui de notre boîtier. Et puis cet écran, il va aussi rendre d'autres services par le fait, par exemple, qu'il est devenu tactile.
Alors chez nous, c'est très important, hein, le tactile, il y a deux opinions. Ah non, j'en veux pas. Oui, j'en veux, mais je veux que ça soit un téléphone. Le boîtier que vous avez en photo, un Sony, c'est pas un téléphone, c'est un appareil photo. Donc les fonctions tactiles sont dédiées à la photo, c'est pas pour téléphoner. Donc c'est hyper important. On a des fonctions tactiles qui sont simples, qui sont considérées des fois comme sommaires, mais elles sont simples, elles sont dédiées, elles sont faciles à comprendre. J'appuie, je touche, je déplace, c'est pour ma mise au point. D'accord ? On va avancer sur cette S3, où effectivement, là, on va pouvoir avoir le menu full tactile. Donc, c'est ce qui est en train de poindre son nez. Mais globalement, on a des fonctions tactiles qui sont simples à apprivoiser pour tout le monde. Voilà, et donc on peut soit pointer quand on est en mode live view sur l'écran arrière, soit pointer le sujet sur lequel on veut faire le point. Soit quand on a l'œil dans le viseur, voilà. On peut se servir de l'écran tactile comme d'un pad, en fait comme d'un trackpad, c'est-à-dire qu'en déplaçant son pouce sur l'écran, on va déplacer le point, la zone de mise au point dans le viseur. On peut même sélectionner une partie de l'écran si on veut, pour pas que ce soit tout l'écran, mais juste une partie. Voilà, et ça permet d'être beaucoup plus rapide et intuitif dans l'approche de la mise au point. Et ça aussi, en termes de créativité, c'est souvent là que ça coince, c'est j'ai le cadrage, et puis la mise au point n'est pas au bon endroit. Hop, là je mets mon doigt sur l'écran, et elle arrive pile poil là où je veux. C'est clair que tout ce qu'on dit, ce sont des éléments technologiques importants. Il faut s'y adapter, hein. Mais franchement, ne lésinez pas sur le temps que vous allez passer à essayer d'avancer dans votre créativité pour utiliser un autre appareil dont la logique va être différente. C'est clair qu'il y a un temps d'adaptation. Il peut être plus ou moins long selon les personnes, mais prenez-le parce que derrière, le bénéfice créatif, il sera énorme. Après, on peut parler aussi d'ergonomie, parce que évidemment, en termes de pratique photographique, ce dont on a besoin, c'est d'un outil qu'on a bien en main et sur lequel on trouve facilement ses repères. Donc là, par exemple, sur l'écran de droite, on voit toutes les touches en bleu, ce sont des touches personnalisables. Ouais, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Hein. Et donc ça, c'est confortable parce qu'on peut faire placer sur le boîtier les fonctions dont on a besoin à l'endroit où on veut les trouver. On a une réponse sur la visée électronique. On n'a pas de questions, là, on n'a que des réponses. On va revenir aux questions. Alors, pour vous, est-ce que le WYSIWYG, alors on n'a pas expliqué ce que c'était le WYSIWYG, mais c'est le What you see is what you get. Tout à fait. C'est-à-dire que vous voyez dans le viseur directement ce que vous allez obtenir. C'est le concept Microsoft. Hein. Alors vous êtes finalement 2/3, 69% à préférer la visée optique. Je pense que dans ces 2 tiers-là, peut-être que vous n'avez pas encore fait de test de la visée électronique, et ça vaut quand même le coup de le tester. Après, c'est tout à fait respectable, ceux qui préfèrent la visée optique. Ça se comprend. Hein, ça se comprend complètement. Maintenant, pensez bien à tout ce que vous apporte la visée électronique, et effectivement, sachez qu'un appareil photo, c'est toujours un compromis, d'accord ? On n'a jamais 100% de ce qu'on veut. Il faut juste essayer d'être certain qu'on peut trouver plus d'avantages, bien sûr, que de problématiques sur ces boîtiers-là. Mais croyez-nous, de retour de photographe, la visée électronique a beaucoup, beaucoup d'avantages. Oui, on avait une question de Guy qui voulait savoir des surprises inverses avec les viseurs. Le viseur magnifiant trop la photo, cela m'arrive parfois avec la 7R4. Est-ce que des fois le viseur est trop flatteur par rapport au rendu final ? Alors, ça se paramètre. Effectivement, toute la problématique d'un viseur électronique, et on est tout à fait d'accord, c'est qu'il va interpréter l'image. Et de la même façon que sur votre appareil, vous pouvez choisir le rendu couleur, c'est-à-dire saturé, portrait, neutre, etc. Bah, vous pouvez paramétrer votre viseur, synchroniser avec votre, entre guillemets, profil d'image, hein, si on peut appeler ça un profil, ou alors simplement le désynchroniser et le désaturer un petit peu. Donc selon les personnes, effectivement, on va avoir un rendu en général peut-être un peu plus contrasté que l'image normale, un peu trop saturé en termes de couleur. Derrière, après, si on fait du RAW, je vous invite à vous mettre en mode neutre ou en mode portrait, sachant que le RAW, de toute façon, derrière, vous allez le traiter en post-prod, et donc vous lui donnerez la couleur que vous voulez. Mais c'est vrai que le viseur peut complètement s'adapter, et tous les viseurs ne sont pas égaux, donc c'est tout à fait probable, mais ça se règle, et ça vaut le coup. Et ça vaut le coup. Ouais. Nicolas nous demandait, est-ce que Sony fabrique des lentilles de protection avec XA ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire, Nicolas, si vous pouvez peut-être reformuler la question, parce que des lentilles de protection, je ne vois pas à quoi ça fait référence. Peut-être pour protéger la lentille frontale. Bon, on attend qu'il repose une question, n'hésitez pas à reposer la question pour qu'on puisse mieux comprendre, et on vous répond. Et Olivier qui demande si le firmware de l'Alpha 9 va évoluer. Il a évolué en fait. Déjà, plusieurs fois. Plusieurs fois. Et il va continuer. Et de manière très importante. La grosse mise à jour, c'était la version 5.0 qui est arrivée il y a un peu plus d'1 an.
Et on a ressorti encore au printemps encore une autre mise à jour, je ne sais pas si vous l'avez faite, qui apportait par exemple la possibilité de fermer l'obturateur quand vous démontez votre objectif pour protéger le capteur. Donc on ne cesse pas de faire évoluer, et c'est ça aussi. L'Alpha 9, quand il est sorti en 2017, était radicalement différent de ce qu'il est devenu aujourd'hui. vous avez le même boîtier, vous avez investi dans un boîtier qui valait quand même à l'époque près de 4800 €, quelque chose comme ça. Donc c'est un investissement très important. Et ben, c'est un investissement en tout cas qui n'est pas figé dans le marbre, c'est-à-dire qu'on a continué à faire évoluer l'Alpha 9 et notamment l'apport de l'autofocus temps réel, ça a été une vraie révolution. Et ces boîtiers Alpha 9 de 2017, on a pu les mettre à jour avec les technologies les plus actuelles en termes de suivi autofocus. Et c'est ça qui est assez important aussi, c'est d'avoir un investissement qui continue de mûrir avec le temps grâce aux mises à jour firmware. Alors après, merci d'avoir posé la question. Tout à fait, on ne connaît pas toutes les mises à jour qui vont arriver. Effectivement, alors plus le boîtier est ancien, plus les mises à jour se font attendre ou viennent pas effectivement. Mais donc on n'a pas, mais effectivement, en tout cas, il y a toujours un planning de mise à jour. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il y a aussi des limites par rapport au fait que le processeur ne peut pas forcément supporter une montée en charge en termes de calcul infinie. Donc à partir d'un moment, effectivement, il va falloir mettre à jour le hardware pour pouvoir continuer à bénéficier des dernières innovations. Bon, Laetitia, pouvez-vous parler du léger décalage entre la réalité et la visée électronique? Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que la notion de réalité en photographie par rapport à la réalité que vous voyez avec vos yeux, elle est de toute façon complètement décalée. Parce que vos yeux vous construisent une image temporelle, une image en 3D, une image en HDR. Votre appareil photo ne pourra pas faire la même chose. Donc, de toute façon, vous aurez un décalage, quel que soit ce que vous voyez, entre un écran viseur et la photo que vous voyez en réalité. Donc voilà, de toute façon, il y aura. Et ce décalage, il est aussi très subjectif. Et il est aussi objectif, bien entendu. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus la question sur le paramétrage de l'écran, on peut bien sûr paramétrer l'écran pour qu'il ait un rendu plus plat, plus flat, comme on dit. Plus proche aussi du rendu final de l'image. Plus neutre. Alors on peut le coller au rendu de l'image ou on peut simplement le décorréler au rendu d'image, sachant que le rendu d'image, c'est aussi de la post-production qu'on enrichit. Donc on peut vouloir le rendu final ou simplement être décorrélé du rendu final. Tout ça peut bien sûr se paramétrer sur le viseur électronique. Vous avez en tout cas des profils d'image qui sont entièrement éditables, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, sur le profil standard, décider de mettre moins de contraste, plus de saturation. Et ça a de l'effet dans votre visée. Et donc ça, vous allez le voir directement. Et c'est ça qu'il faut peut-être travailler de votre côté, c'est de chercher, à travers ces réglages de personnalisation du rendu d'image dans le boîtier, quelque chose qui vous permette de peut-être avoir une meilleure corrélation entre ce que vous voyez et la manière dont votre boîtier le capte. Mais de toute façon, il y a une réalité, on ne va pas vous le cacher, je veux dire, la visée optique, c'est votre œil voit au travers de lentilles, mais comme s'il voyait naturellement. Donc forcément, l'appréhension de ce que vous photographiez est différente. En revanche, la visée électronique va vous montrer des choses qui vont être sur votre image que la visée optique ne peut pas vous montrer. Donc, il faut choisir, c'est pas très simple, mais je pense que l'avantage est quand même clairement aujourd'hui, de par la qualité des dalles électroniques qu'on fait dans les viseurs, de la qualité de la partie optique, l'avantage est de plus en plus fortement à la visée électronique, même si je comprends bien effectivement toute la problématique de confort de visée et d'habitude de viser. Voilà, on va devoir avancer parce que le temps file. Donc, en termes d'innovation, on a parlé de la stabilisation d'image et de la stabilisation du capteur, c'est-à-dire que la stabilisation, jusqu'à présent, on la connaissait plutôt dans la partie optique. Là, aujourd'hui, nos boîtiers ont tous des capteurs stabilisés, non, pas tous. Les boîtiers plein format, oui. Dans la gamme APS-C, uniquement 6600, tout à fait. Donc, c'est le capteur qui bouge pour stabiliser l'image, ce qui veut dire que vous pouvez travailler à main levée, à des vitesses basses, sans risquer d'avoir ce qu'on appelle le flou de bouger, c'est-à-dire un flou qui est lié à un léger mouvement au moment du déclenchement. C'est une révolution. Aujourd'hui, vous voyez, tous les boîtiers du marché aujourd'hui sont stabilisés. Il n'y a quasiment plus un boîtier qui sort aujourd'hui non stabilisé. Donc c'est une performance importante qui peut donc être associée notamment à des focales fixes en 24, 1.4, des choses comme ça, qui ne sont pas naturellement stabilisées. Parce que, ou des optiques anciennes qui ne... Ou des optiques anciennes, tout à fait. Alors les optiques anciennes, c'est super. Et donc là, ça vous ouvre un champ de photos qui est encore plus grand et plus large.
Voilà, donc avec des Ouais. performances qui évoluent au fil du temps, hein. On est aujourd'hui sur les boîtiers de dernière génération sur l'équivalent de 5,5 stop. Donc ça permet par exemple de faire une photo au 400 mm au 50e de seconde à main levée et faire en sorte qu'elle soit parfaitement nette. Alors bien sûr, hein, si on est d'accord, hein, c'est à sujet fixe. Hein. Si votre sujet bouge, la stabilisation capteur ne compense pas le mouvement du sujet. Mais il y a quelque chose encore plus magique, quelque part, que tout ça dans les boîtiers Sony, c'est, tu le disais en introduction, la technologie autofocus. Et ça, c'est vraiment hyper important pour la réussite de l'image, et c'est basé sur certains éléments clés. Alors là, bon, c'est très abscon hein, comme schéma que vous voyez là. Mais en gros, vous voyez le 693 et 93%. Voilà. 693, ça varie un petit peu en fonction des boîtiers, mais c'est le nombre de zones, de points, notamment à détection de phase, puisqu'on va avoir 2 systèmes autofocus en un. La détection de contraste, qui est l'analyse en fait du capteur simple, et la détection de phase, qui sont des ajouts au capteur, et qui sont système en fait de mise au point réflexe, hein, qui permet d'aller beaucoup plus vite, straight to the point, comme on dit, et d'être beaucoup plus performant. Donc les deux sont mélangés, plus de l'analyse d'image, sur 93%, c'est quasiment la totalité de la surface du capteur. Et ça, en termes de créativité, encore une fois, Ouais, c'est déterminant. De c'est pouvoir extraordinaire. mettre le sujet que vous voulez mettre au point À l'endroit où vous voulez. à l'endroit où vous voulez dans le cadre, ne plus être obligé sans cesse, encore une fois, de cadrer, décadrer, cadrer pour faire la mise au point, décadrer pour, Oui, centrer le pour mettre faire la au mise au centre. point et décadrer pour Mais faire vous votre pouvez cadre. toujours le faire, hein, d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre pratique initiale de mettre collimateur central, je vise, je fixe et je décale, bien sûr, ça c'est totalement disponible. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez activer la détection des visages, des yeux. On va le voir sur la vidéo qui va passer là. Regardez bien, parce que là, Sony est ultra expert aujourd'hui, les meilleurs. On analyse toutes les données de l'image. Ça va permettre donc de comparer ça à une immense base de données de visages de tout type de personnes. Et on va, grâce à l'intelligence artificielle qu'on a fait donc chez les ingénieurs Sony, reconnaître le visage, la position des yeux, Et être capable de suivre ça Même- en temps réel. même les yeux fermés, et de suivre en temps réel. C'est là où il faut que le moteur autofocus soit très rapide, l'algorithme soit performant, et surtout le système mécanique d'autofocus soit rapide et silencieux, d'où le moteur XD, Voilà. qui est le moteur magnétique. Vous voyez, l'association de tout, ça fait 6 ans que Sony a développé l'IAF. 6 ans. Hein, c'est pas un truc qui vient d'arriver. Hein. Donc les algorithmes sont très, très, très aboutis. Et c'est pour ça que c'est extrêmement performant. Et Tu nous fais une démonstration bon, on visuelle. va essayer. Il va falloir que tu enlèves ton masque. Alors, je vais brancher la 7 S3 en HDMI. Je vais vérifier que je me suis bien mis. Ouais, c'est bon. Je vois plus mon écran. Donc là, normalement, voilà. Vous voyez pas. Vous dites bonjour à Marie-Pierre, qui est là-bas. Et je vais mettre sur Guillaume, qui est là. Vous voyez. Donc, bah, voilà. J'ai rien touché. Hein. Voilà. Vous voyez. Voilà, je vais zoomer un peu pour que ça soit plus dur. Donc, il va aller dans le coin. Il le perd, il le reprend tout de suite. Oh, Donc ça, là, c'est- vous voyez exactement ce que je vois, ce que vous voyez dans le viseur, c'est-à-dire que je suis en train de rien faire. Il reconnaît instantanément et très vite le il se met visage. sur et le les mettre yeux. profil, Voilà, regardez. Donc ça, c'est unique aussi. Ne cherchez pas, ça existe nulle part ailleurs. même si je C'est-à-dire ferme les yeux. voilà, même il a l'œil fermé, il le reconnaît parce qu'en fait, on reconnaît pas juste l'œil, on reconnaît la forme du visage et on reconnaît en fait Si je tout me ça. recule, si je suis plus petit dans le cadre, est-ce Voilà. qu'il va le garder toujours? Voilà, on est loin, puis moi aussi je me recule un peu. Donc on est loin, il le reconnaît. Donc la performance de l'IAF, voilà, franchement, foncez. Ça, à quoi ça sert? Vous photographiez un sportif, vous photographiez quelqu'un de votre famille, vous Reviens photographiez avec nous, un chat, Florence. un chien. Reviens avec Tu nous. reviens avec Non, je reviens pas. Je reviens. Vous photographiez vos animaux parce que ça marche aussi sur les animaux. Alors, ça a 2 intérêts. Là, c'est l'animal de compagnie, chien, chat, et puis c'est aussi la photo animalière. Donc aujourd'hui, ce système-là, il est simple à comprendre. Par défaut, il y a un humain, il le prend, il fait les yeux. Il y a plusieurs humains, vous pouvez choisir. D'accord? Et puis, alors là, on va le voir, je ne sais pas si elle passe cette vidéo-là. Voilà. Photo et vidéo, plus l'algorithme est rapide, plus le processeur est rapide, plus l'expérience est satisfaisante pour vous. Et vous voyez, même jusque dans le coin en haut à droite ou en haut à gauche. Donc ça, c'est vraiment extra. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, vous désactivez l'IAF, ça prend 2 secondes. Et si vous n'êtes pas d'accord, sinon, vous retouchez avec l'écran tactile. Donc, vous pouvez choisir le visage parmi les personnes que vous photographiez. Vous pouvez faire premier plan, avant-plan, transition de point. Vous pouvez tout faire. Et c'est d'une simplicité enfantine, et c'est vous qui gardez le contrôle sur tout ça. Donc ça, c'est vraiment un des côtés magiques. Et ça, un réflexe ne sait pas le faire. D'accord. Et même aujourd'hui, les hybrides
qui ne sont pas Sony le font très très lentement. Voilà. Et maintenant, C'est un ça petit marche chat. sur les animaux. Œil droit, œil gauche. Voilà. Donc c'est plutôt typologie type chien et type chat. Mais ça marche aussi. Alors les oiseaux, ça c'est un peu... Ça va venir. on l'attend depuis longtemps. Mais tout ce qui est tigrounet, des choses comme ça fonctionne. Les chevaux, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça dépend aussi des pelages. C'est très compliqué, hein. La face d'un animal est beaucoup plus complexe que la face humaine. Mais vous voyez la portée de cette fonction. C'est vraiment intéressant. C'est pour vous simplifier la vie. L'obturation électronique, on en a parlé, le silence de fonctionnement, on en a parlé en introduction, on va peut-être pas s'attarder trop dessus, mais c'est vrai que Il faut que tu montres quand même un truc, quoi. la disparition de ces éléments mécaniques, bah, ça fait moins d'encombrement, moins de bruit, moins de poids. Ouais. Et Moins d'usure. Moins d'usure. Donc quand on fait de la photo de spectacle, par exemple, où on a besoin d'être parfaitement silencieux pour ne pas déconcentrer les artistes, même si pour l'instant, ça c'est des choses qui pour l'instant sont un peu en suspens, mais il y a quand même une problématique avec le déclenchement électronique, c'est ce qu'on appelle l'effet de rolling shutter. Alors on va répondre à notre première question, hein. C'était qui? C'est Robert qui avait posé cette question? C'est ça. Oui. Apparition de bandes noires. Alors on n'a pas de visuel de bandes noires, mais on va expliquer pourquoi. Alors si on peut juste revoir cette photo-là. Donc ça c'est l'effet de rolling shutter. Rolling shutter. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en gros, ça aussi c'est l'effet de rolling shutter. Ça veut dire qu'en obturation électronique, on ne fait pas de bruit, mais le capteur va faire une photo ligne par ligne, et il va vider chaque ligne. Donc c'est comme s'il prenait une photo avec un petit décalage de temps entre les premières lignes et les dernières lignes du capteur. Donc si vous le voyez sujet a bien, bougé rapidement entre voilà. temps, ça fait une déformation comme celle-là. Donc ce qui se passe aussi, c'est que si vous êtes dans une lumière artificielle, alors là on a des petites LED, mais effectivement là on a de la LED aussi, mais si j'ai d'autres lumières artificielles, elles sont soumises aux 50 Hz chez nous, hein, tout simplement, les 50 Hz, cette petite lumière qui est là. Hop, je vais essayer de pas trop les bouger. Ce 50 Hz, ça veut dire que ça s'allume et ça s'éteint, très souvent. Et donc, ça peut rentrer en interférence avec le rolling shutter. Et donc, un coup, la lumière sera allumée, un coup, elle sera plus faible, un coup, elle sera allumée, un coup, elle sera plus faible. Vous avez l'effet de banding. Et voilà, ça fait ces oscillations qui se traduisent sur l'image par des bandes lumineuses et des bandes sombres. Alors, quand on a un capteur classique, hein, on va voir la 9, c'est autre chose, mais pour éviter ça, il y a une règle très simple. Il faut se mettre à 1/50e de seconde ou 1/100e de seconde, d'accord, pour être en ratio avec le 50 Hz. Mais là, Robert demandait quand il est sur des vitesses élevées. Ah ben oui, s'il se met plus haut, il va avoir le problème de, si je fais mon photo à 1/1000e de seconde, mon 1/1000e de seconde, il peut tomber quand la lumière est allumée, ou il peut tomber quand la lumière est éteinte. Voilà. D'où l'effet de banding. Et donc là, plus vous irez vers les vitesses élevées, plus vous allez avoir des bandes qui seront larges et qui vont obérer votre image. Donc, c'est quoi la solution pour ça? Alors, la solution, il y en a deux. Tu en as donné une, c'était de travailler sur une fréquence qui est compatible avec celle... 50e ou 100e. 50e de seconde, 100e de seconde. Les lumières, on peut avoir des lumières LED qui sont faites pour. Haute fréquence. Haute fréquence, c'est toutes les lumières cinéma, les HMI et les LED aujourd'hui actuels. Et puis, sinon, la solution ultime, c'est... vous achetez un A9, hein, quand même. C'est plus simple, hein, non? Ouais. Alors, il a un capteur unique au monde, technologie stack. Et je ne sais pas si on voit la petite vidéo. On va la lancer. Regardez bien, ça c'est unique. La technologie de la 9 fait que le rolling shutter, en fait, est plus de 20 fois plus rapide. Donc le déchargement par zone du capteur est tellement rapide qu'au final, on peut monter à des vitesses plus élevées. Sans avoir ce risque cet effet de banding, ni de déformation. Voilà, ça c'est ce qu'on voit, ce qui se passe sur un capteur classique, donc c'est ce que tu expliquais, ligne par ligne, il balaye de haut en bas, mais ça prend un petit peu de temps, et ce décalage temporel peut générer l'effet de rolling shutter. Alors que sur un Alpha 9, on a une couche intermédiaire, une couche mémoire, qui va absorber les pixels beaucoup plus rapidement, 20 fois plus rapidement, et donc qui va beaucoup limiter cette problématique. Le top du top, ça serait d'avoir un global shutter. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas dans ce niveau de prix. Et en plus, ça apporte d'autres avantages. Par exemple, la possibilité d'avoir du 20 images par seconde avec l'autofocus en tracking. Donc, c'est là où, avec un réflexe, on a en plus un blackout, c'est-à-dire un passage au noir entre deux vues. Là, vous avez une image qui est prise en continu. Vous avez 3 analyses d'autofocus par image à 20 images secondes. C'est-à-dire qu'il fait 60 cycles d'analyse autofocus par seconde, ce qui est énorme en termes de traitement de signal, sans rupture de signal. Vous n'avez pas de blackout, donc pas d'interruption de signal. Ça, c'est ce qu'on voit dans le viseur d'un réflexe. Vous voyez, ça clignote. Et encore, celui-là, il est rapide. Hein. Sur l'Alpha 9, vous avez juste ce petit cadre qui s'affiche, qui veut dire ça shoot. Mais vous avez pas, donc c'est juste un retour visuel qui vous dit, vous voyez, quand ça le cadre clignote, ça veut dire ça shoot, mais vous ne perdez pas le contact visuel avec votre sujet et votre autofocus non plus. Donc il est capable d'être hyper fiable sur le suivi de mise au point. Aujourd'hui, c'est unique. Et enfin, vous avez
une obturation complètement silencieuse. Vous avez plus ce miroir qui bat. Donc vous êtes parfaitement silencieux. Et vous allez même aussi avoir d'autres avantages dont on va parler, accéder à des vitesses plus rapides, etc. Parce que sur un réflexe, on est limité par la célérité de l'obturateur mécanique. Là où sur un A9, on n'a quasiment plus de limite et on peut monter comme ça jusqu'au 32 millième de seconde pour avoir des photos hyper figées et vous pouvoir tout utiliser par exemple une optique à grande ouverture en plein soleil. Puis on peut parler de silence aussi. Hein. Le golfeur, vous n'avez pas le droit, vous êtes en train de faire des photos d'un golfeur professionnel, vous n'avez pas le droit de faire de bruit. Si vous faites du bruit, vous êtes viré. Voilà. Donc, voilà. Et donc ça c'est une illustration, quand je vous disais le suivi autofocus, ben là on va voir une illustration sur une série d'images qui a été faite par Francis Bompard. Donc vous voyez que le skieur arrive du haut de la pente. Dans l'axe. Hein. Dans l'axe, hein. Donc là ça va très très vite. Vous voyez que toutes les images prises une par une sont nettes et vous allez pouvoir choisir à 20 images secondes vraiment le moment parfait, celui où il touche la porte par exemple. Et vous allez voir que là il va passer derrière la porte et pour autant il ne va pas perdre le point parce qu'il a un suivi autofocus qui est hyper pertinent. Il a reconnu la forme, la couleur, le contraste du sujet. Donc il ne va pas se laisser piéger par la porte, il va garder la mise au point sur le skieur même s'il passe derrière la porte. Donc ça, 62 photos nettes à 20 images par seconde, au 400 mm à 2.8. Donc ça, c'est vraiment les performances exceptionnelles de ce boîtier Alpha 9 ou Alpha 9 II qui sont très différentes de tous les autres boîtiers du marché puisqu'il est le seul à avoir cette technologie de capteur stacked. C'est impressionnant. Et donc vous n'avez pas du coup cet effet rolling shutter qui va distordre par exemple sur un golfeur la canne quand il va faire son mouvement de swing. Vous voyez qu'avec un Alpha 9 à droite, la canne reste parfaitement droite. Donc pas de problème de rolling shutter ni de déformation. Et en plus le silence pour ne pas déconcentrer le joueur quand il fait son putt. Donc en gros, si on résume, l'Alpha 9 ou l'Alpha 9 II, alors c'est intéressant l'Alpha 9 aujourd'hui parce qu'il y a la même technologie que l'Alpha 9 II, hein, bien sûr. Silence absolu, tous les spectacles, tous les sports où il faut être silencieux, c'est les plateaux télé, vous pouvez shooter alors qu'il y a un ingé son qui est en train de capturer tout le son. Vous pouvez shooter pendant que ça tourne. Et puis, bien sûr, et le pas de flicker, ça c'est pour Robert, donc pas d'effet de banding lié à l'éclairage ambiant. Et le fait d'avoir les 20 images par seconde, ça permet par exemple, ou le 32 millième, de faire cette photo qui a été faite par Christophe Brachet sur le tournage du Retour du héros, où vous avez vous voyez les pattes là qui sont parfaitement enroulées. Vous pouvez vraiment aller chercher le moment ultime où vous avez cette belle formation des jambes, pardon, on dit pas des pattes, on dit des jambes du cheval. Donc le dresseur, c'est plus court. Voilà, le dresseur était assez inquiet de voir le résultat, mais à 20 images par seconde, vous pouvez vraiment aller chercher le moment parfait. Et puis, on parlait de silence, mais la photo animalière, le silence est stratégique. Hein. Les animaux ont une ouïe beaucoup plus développée que nous en général. Donc si vous faites du bruit, un clac-clac, vous êtes vu, donc c'est aussi très intéressant d'être très silencieux dans ces conditions-là. Voilà, donc ça, je vais y passer rapidement. C'était pour vous signaler qu'on avait un service pro, mais c'était un peu en dehors du sujet. On va juste conclure parce que, est-ce qu'on a encore eu d'autres questions entre-temps? Je vais juste vérifier. Mais apparemment, on a dû répondre à vos questions à tous, je l'espère en tout cas. On voulait juste vous refaire un petit point, donc je vous le disais en introduction sur le concours SWPA. Il faut participer, hein. C'est important. Il faut participer. Vous avez donc un concours qui est ouvert sur le site, je vais y arriver, worldphoto.org. Vous avez aussi une exposition en ce moment, on va y revenir, mais donc vous avez la possibilité de participer à des concours. Sachez qu'il y a 340 000 photos en compétition par an. Donc vous voyez que le volume est assez impressionnant. Mais vous avez votre chance et il faut la tenter. La France, il y a près de 10 000 photographes français qui ont déjà essayé de remporter ce prix. Et il y en a eu quelques-uns. Ouais. On a vu tout à l'heure Julien Mauve qui avait remporté la catégorie créative il y a 4 ans. Vous avez donc accès à différentes thématiques, donc en fonction des photos que vous faites, de votre créativité, vous allez déjà pouvoir voir sur les différents palmarès d'avoir une vraie ressource d'inspiration. Je peux dire en 2 mots, le concours professionnel n'est pas réservé aux professionnels, mais juste vous participez avec une série d'images. La compétition Open, c'est une image. Alors vous pouvez en poster plusieurs. Vous avez après aussi des forfaits pour en poster vraiment beaucoup pour avoir plus de chance. Et vous avez plein de sous-compétitions là-dessus. Et ça, c'est la petite surprise dont je vous parlais en introduction. Et ben, le fait de pouvoir, normalement, vous avez 3 photos. Vous pouvez inscrire 3 photos gratuitement au concours. En Open.
en open. Donc là, avec le code SWPAFR, vous allez pouvoir aller plus loin, puisque vous allez pouvoir proposer jusqu'à 20 photos. Voilà. Simplement, quand vous allez vous inscrire, vous rentrez ce code SWPAFR et vous pourrez poster 20 photos en compétition et donc multiplier vos chances de le gagner. Ou d'être sélectionné, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que les gagnants qui sont mis en valeur. Il y a des sélections, il y a des shortlists, et beaucoup de photos autres que les gagnants sont publiées, sont diffusées et sont exposées. Donc c'est très intéressant. Et sont exposées, on en parle justement. Il y a une exposition en cours qui est l'exposition virtuelle, puisqu'aujourd'hui on peut malheureusement pas fréquenter de lieux culturels. L'année dernière, Fabrice, qui est ici présent, avait fait une formidable exposition à Paris. J'ai pas moi qui ai tout fait. Hein, non, mais tu avais quand même... On en a fait à l'hôtel de Soroy. On a fait une rétrospective, un focus sur les gagnants et les photographes français de la compétition. Et c'est ce que vous allez retrouver cette année dans cette exposition virtuelle. Il y a aussi une salle dédiée aux photographes français. Donc vous pouvez aller voir, c'est le palmarès de l'année dernière. Vous allez voir toutes les photos qui ont gagné dans les différentes catégories au niveau international et vous aurez un Focus France avec notamment le gagnant français de l'année. Et puis toutes les autres photos qui ont été remarquées parmi celles proposées par les photographes français. Et puis si vous voulez plus d'infos sur le concours, vous regardez le live en replay que tu as fait avec Faustine, où elle vous explique tout, la mécanique du concours. C'est gratuit, bien entendu, sur la participation basique. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un boîtier Sony pour participer, bien entendu. Donc c'était la page YouTube Sony France, vous allez retrouver tous les lives et vous allez retrouver donc celui qu'on a fait sur le SWPA. On a encore le temps d'une question ou deux. Il y a Bassirou qui voulait savoir c'est quoi l'avantage du format RAW. Alors, ça c'est une vraie question. Dans les formats de photos, vous avez le format JPEG qui est un format finalisé, c'est-à-dire la balance des blancs est déjà appliquée au pixel, le rendu couleur est appliqué. S'il y a des blancs un peu cramés ou des noirs un peu foncés, c'est un peu trop tard, d'une certaine façon. Là, l'image est finalisée, c'est celle qu'on partage et qu'on poste. Le fichier RAW, c'est une sorte de négatif, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on prend l'information du capteur avant le traitement. Donc, on en prend beaucoup plus sur un encodage plus long en termes de bits, donc plus de dynamique. Et derrière, on va simplement enregistrer les réglages qu'on a fait. La balance des blancs, le rendu d'image, etc. Et dans l'ordinateur, on va pouvoir revenir sur ces réglages-là, rechanger la balance des blancs, éventuellement surexposer, sous-exposer. Donc on a beaucoup plus de souplesse de post-production sur un fichier RAW, mais la contrepartie, il est plus lourd. Donc il va falloir des plus grosses cartes, plus de temps de transfert et un ordinateur un peu puissant et plus de stockage. Mais c'est clair que quand on veut avancer en post-production sur un ordinateur, c'est un passage un peu obligé. Pensez à faire les deux, toujours un JPEG et toujours un RAW. Ça permet, quand l'image est déjà bien, de prendre le JPEG et d'avoir le RAW en backup si vous voulez aller plus loin. Et une question de Bernard qui veut savoir où trouver les mises à jour de logiciels de firmware pour son boîtier. Alors, il faut aller sur sony.fr, vous allez dans la catégorie support, alors je ne le connais pas par cœur, et dans support, vous tapez la référence de votre produit, il va vous dire ce que vous voulez. Si vous voulez firmware, si vous voulez download, si vous voulez autre chose, et vous allez trouver les firmware et relatifs à vos boîtiers. Ou sinon, dans votre moteur de recherche favori, vous tapez mise à jour firmware ou firmware update Sony Alpha 9 par exemple, et vous allez trouver la liste de toutes les mises à jour. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour trouver. Il faut installer la petite appli qui va se faire donc boîtier connecté à l'ordinateur via USB, d'accord, batterie chargée de préférence quand même. Et puis derrière, vous n'interrompez pas la connexion pendant la procédure de mise à jour, sinon ça fait mal. Oui. Et qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus ? Oui, pour savoir si votre boîtier a besoin d'être mis à jour, vous pouvez, une fois que vous avez trouvé cette page de téléchargement, il va vous afficher la dernière mise à jour disponible, par exemple pour l'Alpha 9, la 6.1. Si vous allez dans le menu de votre boîtier, dans l'onglet boîte à outils, donc l'avant-dernier onglet, vous regardez tout à la fin de ce menu, vous avez une ligne qui s'appelle version et qui va vous afficher la version du firmware que vous avez actuellement dans votre boîtier. Vous comparez les deux, si vous voyez que la version qui est sur le site internet est un chiffre plus élevé que celle qui s'affiche sur l'écran de votre boîtier, c'est qu'il est temps de faire la mise à jour. Et puis, en fait, tout est expliqué. Il y a une notice de toute façon sur le site qui vous explique pas à pas comment procéder. Eh bien, il me reste à vous remercier, à vous dire que, encore une fois, allez faire un tour sur Alpha Universe. Vous allez voir, c'est un site plein de ressources en termes d'inspiration et aussi de contenu. Il y aura bientôt aussi des tutoriels, je crois. Oui, on y travaille. C'est le travail pour toute l'année prochaine. Vous aurez des choses sur la page YouTube.
qu'on fera, bien sûr. Sur la tous page ensemble. Sony France sur YouTube. Et puis sur Alpha Universe, bon, je vous dis pas, hein, mais il y aura une partie spécialement dédiée pour un peu la connaissance et mieux prendre en main vos boîtiers. Et n'oubliez pas, hein, la technologie qu'on a dans nos boîtiers, elle est au service du photographe. Qu'elle ne remplacera pas votre Ah œil. bah non, c'est pas le but du jeu, hein. C'est vous le photographe. Hein. C'est vous le photographe. Et encore une fois aussi sur le site YouTube Sony France, vous allez trouver aussi quelques tutoriels qu'on a produits avec Marie-Pierre pendant le confinement. Une exploration des menus Sony pour pouvoir vous aider à mieux comprendre quel est l'intérêt et l'importance de chaque ligne de ce menu, qui est très riche, qui est assez touffu peut-être, Hein, mais ça, très c'est le riche. mot. Moi je préfère Ouais. dire très riche parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut en faire. Après, je vous explique justement dans ces tutoriels comment mieux prendre en main ces fonctions. Éventuellement, vous les shortlistez dans votre menu personnalisé, qui est Ça, le c'est dernier bien. onglet. Ça, c'est une bonne pratique pour aller beaucoup plus vite à l'usage. Et prenez votre temps parce que changer, ça prend du temps. Il faut l'accepter, mais Mais le ça tombe bien. bénéfice est énorme. Ça tombe bien, vous allez peut-être avoir la chance de prendre quelques jours de congé. C'est justement peut-être le moment de vous y mettre. Nous aussi, on va prendre quelques congés avec Marie-Pierre et avec Fabrice. Donc, on n'aura pas de webinaire la semaine prochaine. On vous retrouvera, je pense, en ce qui nous concerne, Marie-Pierre et moi, sur un webinaire orienté prise de vue. On n'a pas encore tout à fait bouclé la thématique. On y travaille. Vers quelle date tu vas faire ça quand? Vers le 14 janvier, Bon. donc pour le prochain webinaire Sony Pro, où je pense qu'on va parler de prise de vue. Voilà. Et puis vous découvrirez aussi, alors on est en train de travailler sur d'autres webinaires, parce qu'on va se partager un peu le travail avec Guillaume. On aura des thématiques donc plus professionnelles pour Guillaume et Marie-Pierre, et puis on va travailler aussi des problématiques plus usage, plus trucs et astuces sur les boîtiers. Donc le programme n'est pas encore écrit, mais on va dire à partir de janvier-février, vous commencez à voir apparaître ces lives-là, qui seront aussi postés sur YouTube Sony France. Voilà, on aura le plaisir de vous retrouver à ce moment-là. D'ici là, on vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Prenez soin de vous. On va passer un Noël un petit peu Masqué. différent des Ouais. autres. En tout cas, ce qui importe, c'est la chaleur humaine. On vous en souhaite beaucoup dans ces périodes de fêtes. Et puis, surtout, on vous dit, d'ici notre prochain live, prenez soin de vous. À très bientôt.